D'habitude, un diagnostic médical, c'est censé être binaire, presque comme une ligne de fracture parfaitement nette sur une radiographie. Ouais, c'est cassé ou ça ne l'est pas en général. Exactement. Sauf que quand une erreur médicale survient, cette belle image devient instantanément illisible. La radiographie se brouille complètement. Et c'est là que tout se complique. Voilà. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est de décrypter une épaisse pile de documents juridiques belges. On va parler de droit médical, de droit biomédical et de responsabilité civile. Un programme assez dense du coup. Très dense, mais l'idée c'est de transformer ce jargon très pointu en une carte de navigation hyper claire pour comprendre exactement comment la loi réagit et protège les personnes quand la médecine échoue. C'est essentiel, oui. Bon, décortiquons cela. À la base, l'acte médical repose sur une promesse de soins et d'amélioration. Mais l'erreur, elle est inhérente à toute activité humaine. Et justement, la réponse juridique à cette marge d'erreur, elle a profondément muté ces dernières années. C'est-à-dire, Le droit médical contemporain tel qu'il ressort de nos sources, il se contente plus de chercher un coupable à punir de manière archaïque. Il vise avant tout à rétablir un équilibre qui a été rompu. d'accord, c'est une approche plus réparatrice. Tout à fait. Ce qui structure l'ensemble de ces textes, c'est le changement de paradigme imposé par la loi fondamentale du 22 août 2002. C'est la loi sur les droits du patient en Belgique. Ah oui, c'est un texte fondateur ça. Complètement. Avant 2002, la médecine avait une dimension très paternaliste. Le corps malade, c'était souvent vu comme un objet passif qui reçoit des soins. Le médecin décidait, le patient écoutait, quoi. C'est ça. Mais depuis cette loi, le patient est formellement reconnu comme un sujet de droit à part entière, avec une autonomie de décision, une dignité et des prérogatives qu'il peut opposer aux hôpitaux. Ouais, cette consécration de l'autonomie, c'est primordial sur le papier. Mais penchons-nous sur la réalité psychologique et matérielle, à la seconde exacte où l'incident médical se produit. Le moment de crise. Exactement. L'image qui vient à l'esprit, c'est comme un accident de voiture vu de l'intérieur. Le choc a lieu, la panique s'installe du côté du corps médical, et ça se traduit très souvent par un mutisme absolu face au patient. Et c'est humain. Oui, et l'idée très répandue pour justifier ce silence, c'est que les médecins refusent de s'excuser ou d'expliquer l'incident par crainte que leur propre assurance responsabilité civile refuse de les couvrir. Par peur du procès, en fait. Voilà. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce qui est fascinant ici, c'est que la loi prévoit exactement l'inverse. C'est vraiment un mythe juridique que le législateur a voulu détruire. Ah bon? La loi force à parler. L'arsenal juridique est hyper précis. Si on regarde la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, à l'article 149, ça neutralise cette crainte. Comment ça fonctionne concrètement? Ça stipule expressément que l'aveu de la matérialité d'un fait, par le médecin par exemple, dire «j'ai touché tel nerf», ça donne aucun droit à l'assureur de refuser sa garantie. Waouh. Donc dire la vérité factuelle n'annule pas l'assurance. Non, pas du tout. Et même fournir les premiers secours pécuniaires pour aider la victime dans l'immédiat, ce n'est pas vu comme une reconnaissance de responsabilité civile. Le droit fait donc une distinction presque chirurgicale entre reconnaître un fait matériel et avouer une faute légale qui obligerait à payer des dommages et intérêts. C'est le cœur du mécanisme. L'assureur peut toujours discuter la faute juridique plus tard, mais il ne peut pas lâcher le médecin juste parce qu'il a été franc. C'est hyper rassurant pour les praticiens, ça. Et cette protection vient avec une obligation forte. L'article 9 du Code de déontologie médicale exige la transparence. En cas d'incident, le médecin a le devoir de communiquer objectivement. Il doit tout dire au patient ? Il doit expliquer les circonstances exactes, les mesures correctrices immédiates et comment éviter une récidive. Le silence initial s'est perçu par le droit comme une faute éthique. Et j'imagine que c'est ce silence qui pousse les patients à aller en justice, non ? Exactement. Le moteur de l'escalade judiciaire, c'est la frustration. Les plaintes commencent parce qu'un patient cherche désespérément des infos qu'on lui cache. Et quand cette communication est brisée d'emblée, la méfiance s'installe. Le dialogue direct devient impossible. C'est pour ça que la loi impose une solution structurelle. Chaque hôpital a l'obligation d'avoir une fonction de médiation. Alors attention, nos sources précisent bien qu'on ne parle pas d'un médiateur judiciaire classique, le genre agréé par le code judiciaire pour préparer un procès. Non, la logique est totalement différente à l'intérieur de l'hôpital. La philosophie de cette médiation, elle est purement restauratrice. Pour apaiser les choses. L'objectif, c'est de désamorcer le conflit, créer un espace d'écoute sécurisé. Le médiateur aide le patient à faire valoir ses droits, comme l'accès au dossier médical. Droit absolu sur le papier, mais souvent un parcours du combattant dans la vraie vie face à une administration sur la défensive. C'est clair.
Et souvent, en analysant le dossier avec un tiers neutre, le patient se rend compte que ce qu'il pensait être une erreur cachée, c'était en fait un aléa thérapeutique complexe. Un risque connu, mais qui avait juste été très mal expliqué avant l'opération. Voilà, l'objectif final, c'est une conciliation amiable pour éviter à tout le monde des années de procédure civile. Mais bon, imaginons que cette médiation échoue. Le dommage est réel, grave, la faute semble évidente, et l'indemnisation financière devient le seul horizon. Là, on quitte la conciliation amiable. On entre dans le labyrinthe du droit commun, et là tout repose sur l'article 1382 du Code civil. C'est le fameux triptyque de la responsabilité extra-contractuelle. FDLC, faute, dommage, lien causal. Donc pour la victime, prouver qu'elle souffre, ce n'est que la première étape. Il faut prouver qu'une erreur technique précise a directement causé ce préjudice. Et la charge de la preuve repose intégralement sur les épaules du patient. C'est lourd. Surtout que l'évaluation de la faute médicale est complexe. Complexe comment ? En droit civil, la faute s'évalue in abstracto. Le juge s'en fiche de savoir si le chirurgien était fatigué ou stressé. Il compare l'acte à un standard abstrait. Le fameux praticien normalement prudent et diligent. Placé dans les mêmes circonstances, oui. C'est l'équivalent médical du bon père de famille. Et n'oublions pas que la médecine, c'est une obligation de moyens, pas de résultats. Ah oui, le médecin ne promet pas la guérison garantie à 100%, il promet de faire de son mieux avec la science actuelle. C'est ça. Et prouver qu'il a dévié de ce standard, ça demande des collèges d'experts et des années d'enquête. Mais attends, il y a un autre problème. Pour un patient allongé sur une table d'opération, c'est un cauchemar absolu. Comment savoir si le chirurgien qui a fait l'erreur est un employé de l'hôpital ou un indépendant sous statut lié à un? C'est une excellente question. Le bloc opératoire, c'est un vrai puzzle administratif. Il y a des salariés, des indépendants, des prestataires externes. Du coup, contre qui on rédige la plainte? Si l'on relie cela à une perspective plus large, le législateur a vu ce problème. Il a identifié cette asymétrie d'information. Et il a fait quoi? Il a créé un bouclier juridique massif pour la victime. C'est la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux, article 30. Qui dit quoi? Ça instaure la présomption de responsabilité centrale de l'hôpital. L'hôpital est solidairement responsable des manquements aux droits du patient commis par les praticiens, quel que soit leur statut. C'est génial pour la victime, ça. L'institution devient la cible unique. Pas besoin de fouiller les contrats. C'est une simplification radicale, oui. L'hôpital indemnise en première ligne et ensuite l'hôpital se débrouillera pour se retourner contre le médecin indépendant. Et c'est toujours le cas? Il y a une exception, mais les conditions sont draconiennes. L'hôpital peut s'exonérer seulement s'il a informé le patient au préalable et explicitement qu'il n'est pas responsable de ce médecin-là. Les fameux formulaires qu'on signe à l'admission. Exactement. Sans cette preuve écrite et préalable, la présomption de responsabilité s'applique. L'hôpital paie. Ce bouclier centralisé, c'est redoutable d'efficacité quand il y a une faute prouvée. Mais, et nos sources en parlent, il y a une réalité beaucoup plus sombre. L'aléa thérapeutique. L'aléa thérapeutique pur, ouais. L'opération est parfaite. Matériel stérile, chirurgien au top. Et bam, une complication physiologique rarissime survient. Le patient finit paralysé. Le cauchemar. C'est brutal comme image, mais c'est comme la foudre. Personne n'a appelé l'orage, personne n'a fait d'erreur, mais la maison a cramé. Sauf que, sous l'article 1382, s'il n'y a pas de faute... Il n'y a pas de responsabilité. Le seul responsable, c'est la fatalité. Historiquement, c'était le trou noir du droit de la responsabilité en Belgique. Des gens voyaient leur vie ruinée et devaient assumer seuls les frais juste à cause de la marge d'incertitude de la science. Jusqu'à la loi du 31 mars 2010. C'est ce texte qui a créé le Fonds des accidents médicaux. Une vraie révolution de solidarité nationale. Les sources précisent que ça couvre les soins effectués à partir du 2 avril 2010. Mais comment ça marche en pratique ? Le fonds propose un système d'expertise totalement gratuit pour la victime. Son but, c'est de voir si le dommage est lié aux soins et s'il franchit un seuil de gravité anormal. Il faut que ce soit grave, du coup. Très grave. Un taux d'invalidité permanent d'au moins 25%, une incapacité de travail de plus de 6 mois, ou le décès. Et si ces critères sont remplis et que c'est vraiment un accident pur, sans aucune faute, le fonds paye. Directement à la victime, sur base de barème officiel. La notion de faute disparaît totalement de l'équation. Mais attends, si pendant cette expertise gratuite, les médecins du fonds découvrent qu'il y a finalement bien eu une faute, genre une pince oubliée dans le ventre, ils ferment le dossier. Non, et c'est là que le système est intelligent. Le fonds a un rôle de bouclier supplémentaire. Ah ouais, ok. Si on trouve une faute, c'est l'assureur du médecin qui doit payer. Mais si l'assureur fait traîner, conteste ou propose des clopinettes, le fonds se substitue.
Il paie la victime pour la sécuriser tout de suite. Et ensuite, le fonds se retourne contre l'assureur récalcitrant et va au tribunal à la place du patient. C'est un filet de sécurité incroyable. Et les sources évoquent un autre domaine où on abandonne la notion de faute, la recherche clinique. La loi du 7 mai 2004 sur les expérimentations humaines. Là, on ne parle même plus d'accident, on parle de responsabilité objective. Sans aucune faute requise. C'est ça. Le contexte éthique est différent. Dans un essai clinique, le patient prend un risque pour générer des données utiles à toute la société. Donc, en échange de ce risque pour le bien commun, le labo qui organise l'essai a une responsabilité de plein droit. Exactement. Si un participant développe un effet secondaire imprévu, il n'a pas à prouver que le labo a mal travaillé. Le dommage suffit. Et la loi donne carrément aux participants une action directe contre l'assureur du labo. Le fonds des accidents médicaux n'intervient même pas ici. Non, le risque est totalement assumé par la recherche. C'est hyper protecteur. Bon, on a vu la faute avec le bouclier de l'hôpital, on a vu le dommage sans faute avec le fonds, reste le troisième élément du triptyque. Le lien causal, Et là, on touche aux limites philosophiques du droit. c'est clair. Prenons un cas hypersensible évoqué dans les textes, le diagnostic prénatal. Un médecin rate une échographie, il ne voit pas une malformation lourde du fœtus alors qu'il aurait dû. Une faute évidente d'imprudence. L'enfant naît avec un handicap sévère. Comment la loi aborde-t-elle le dommage lié à la survenance de la vie elle-même? Cela soulève une question importante. La jurisprudence belge s'est basée sur deux concepts anglo-saxons pour séparer les préjudices. Le wrongful birth et le wrongful life. Commençons par le wrongful birth, la naissance préjudiciable. C'est l'action en justice introduite par les parents en leur nom personnel. L'arrêt de la Cour d'appel de Gand de 2011 est célèbre pour ça, non? Oui, les parents disent « si on avait été bien informés, on aurait eu recours à l'IVG ». En ratant le diagnostic, le médecin les a privés de ce choix. Donc les juges reconnaissent ça comme un dommage direct. Et ils indemnisent les charges financières astronomiques liées au handicap et le préjudice moral des parents. Le lien de causalité est établi. D'accord, mais le vrai vertige juridique, c'est le deuxième concept, le wrongful life, la vie préjudiciable. L'action introduite par les parents, mais au nom et pour le compte de l'enfant. On demande donc au juge de dire que le fait de naître avec ce handicap est un dommage causé par le médecin à l'enfant lui-même. Et là, la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 novembre 2014, a dit non. Elle a refusé cette action. Pourquoi refuser d'indemniser l'enfant? À cause de la restitution in integrum. Le but d'une indemnisation, c'est de replacer la victime dans la situation sans faute. Attends, la situation sans faute, vu que le médecin n'a pas causé l'anomalie génétique, ça aurait été l'avortement. Voilà. Replacer l'enfant dans la situation sans faute, ça revient à le replacer dans une situation de non-existence. Ah ouais, le juge devrait comparer une vie avec un handicap au fait de n'être jamais né, au néant. Et la justice belge estime qu'on ne peut pas faire ça. Le néant ne peut pas être un étalon de mesure pour juger la valeur d'une existence humaine. Donc le lien de causalité juridique saute. La loi refuse de dire que ne pas naître est préférable à la vie. C'est philosophiquement fascinant. Le système judiciaire s'arrête face au mystère de l'existence. C'est d'une profondeur inouïe. Enfin, si on récapitule notre exploration, c'est vraiment un équilibre délicat. Briser le silence, utiliser le bouclier hospitalier, s'appuyer sur le fond pour la fatalité et accepter ses limites philosophiques. Un équilibre qui va devoir s'adapter très bientôt d'ailleurs. Ah bon? Qu'est-ce qui arrive? L'intelligence artificielle. Les sources concluent sur la responsabilité du fait du robot. Si demain un algorithme d'apprentissage profond 100% autonome pose un mauvais diagnostic ou rate une chirurgie. Qui est le médecin normalement prudent? Exactement. Est-ce qu'on devra donner une personnalité juridique au robot ou bien le fabricant de l'IA remplacera l'hôpital devant le juge pour produit défectueux? Waouh! Une pensée vertigineuse pour clore cette analyse. La technologie va repousser les limites même de la faute. À méditer quand on croisera une machine dans un bloc opératoire à l'avenir. Merci pour cet échange et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les sources.